Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Il y aura sûrement quelques retardataires qui nous rejoindront en ligne. Ça tombe bien, je vais faire quelques propos introductifs qui seront les moins intéressants de cette heure de webinaire, puisque ce sera avant tout la présentation de Quentin, de ses recherches et de son dernier ouvrage, et puis les commentaires de Juemin, qui seront beaucoup plus intéressants. Donc ce webinaire se tient dans le cadre du programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie de la Fondation pour la recherche stratégique. Ce programme, il a été lancé il y a maintenant plusieurs années, hein, puisque dès fin 2019, avant même la pandémie, la FRS avait décidé de lancer le premier programme en France dans un think tank dédié à Taïwan, afin non seulement de parler de l'évolution des rapports entre Taïwan et la Chine, mais surtout plus largement de Taïwan sur la scène internationale, de la société, de la défense de Taïwan, etc. Et puis notamment des relations qu'il peut y avoir entre la France et Taïwan, mais aussi entre l'Europe et Taïwan. L'objectif, c'est donc de faire de Taïwan un objet d'étude à part entière et pas simplement un objet d'étude dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité de la Chine ou des relations interdétroits. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des relations entre Europe et Taïwan, qui sont souvent mal connues. Alors évidemment, hein, ce que connaissent les gens, c'est qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre un État membre de l'Union européenne et la République de Chine, le nom du régime politique à Taïwan. Pour autant, s'il n'y a pas de relation diplomatique, il y a évidemment de très nombreuses relations, et ce, dans tous les domaines. Et on parlera peut-être un tout petit peu plus tard du cas spécifique de la France. Mais par exemple, côté français, sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, il y a des coopérations qui sont anciennes et dans tous les domaines. Il y a une véritable forme de proximité entre Paris et Taipei, même si, encore une fois, il n'y a pas et il n'y aura pas de relations diplomatiques entre les deux pays. Je vous présente très rapidement Quentin Couvreur, qui est donc aujourd'hui doctorant aux séries, à Sciences Po, qui auparavant a fait ses études donc, à Sciences Po. Ça a été mon étudiant quand j'ai commencé à donner des cours il y a quelques années. Il était déjà à l'époque extrêmement brillant, donc il continue de l'être, comme quoi il y a une forme de continuité et de constance sur plusieurs années, qui a beaucoup travaillé sur les questions et les relations entre Europe et Taïwan. C'était, si je me rappelle, son master son mémoire de master. Il en avait fait une note excellente pour la FRS. Et puis, il en a fait désormais un livre, donc Les relations politiques Europe-Taïwan, entre coopération dynamique et solidarité démocratique chez l'Harmattan, qui est sorti il y a quelques semaines, préfacé par Delphine Alès, donc la vice-présidente de l'INALCO, avec laquelle la FRS travaille également étroitement dans le cadre de l'Observatoire, notamment du multilatéralisme en Indo-Pacifique. Également présent Juemin Hong, donc, qui est chercheur à ce qu'on appelle l'INDSA, qui est le Institute of National Defense and Security Research à Taipei, qui est le principal think tank taïwanais sur les questions de sécurité et de défense au sens large, et qui est un parfait francophone. Et donc, c'est un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir faire ce webinaire sur les relations entre Europe et Taïwan, non pas en anglais, mais en français. J'ai déjà été beaucoup trop long, donc je donne la parole à Quentin pour peut-être 15 à 20 minutes. Ensuite, il y aura une discussion de ses recherches, de ses résultats de recherche avec Juemin et moi. Et puis ensuite, on ouvrira la discussion à l'ensemble des participants. N'hésitez pas, dès la présentation de Quentin, à poser des questions avec l'onglet Q&A, questions et réponses, que vous avez en bas dans la barre technique. Ça va permettre de, entre guillemets, agréger les questions que vous aurez tout au long de la discussion avant de vous, encore une fois, donner la parole et en tout cas vous permettre de poser vos questions, y compris dans la dernière partie de ce webinaire. Mais n'hésitez pas, encore une fois, dès le début, à poser l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. Quentin, Jamie et moi, on y répondra dans la troisième partie de ce webinaire. Voilà, merci beaucoup encore une fois à tous. Merci à Charline et Fabien du côté technique de la FRS qui rendent ce webinaire possible. Et je donne la parole à Quentin. Bien, merci beaucoup Antoine, merci pour l'invitation. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors, ça c'est inutile. Est-ce que vous voyez les slides?
Super, parfait. Ok, pas de souci. Bon. Alors, donc, je vais faire ma présentation sur les dynamiques des relations Europe-Taïwan depuis 2020. Mais avant de commencer, il me paraissait intéressant pour comprendre ces dynamiques d'opérer un bref retour en arrière et de revenir sur le développement des relations entre l'Europe et Taïwan depuis la seconde moitié du XXe siècle. Puisque en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire des relations euro-taïwanaises, c'est d'abord une histoire de rupture, voire une histoire d'ignorance mutuelle, puisque les pays d'Europe occidentale, dans les années 1960-1970, reconnaissent progressivement la République populaire de Chine, ce qui entraîne de facto la rupture des liens diplomatiques avec la République de Chine. Donc, comme l'a expliqué Antoine, la République de Chine, c'est le nom officiel de Taïwan. Et ça se fait en vertu de ce qu'on appelle la politique d'une seule Chine. C'est notamment le cas de la France, qui reconnaît Pékin, donc la République populaire de Chine, en 1964. Donc on est dans une période d'ignorance mutuelle, on n'a pas de relations diplomatiques, mais on a également très peu de relations politiques, très peu de relations économiques, voire même très peu de relations culturelles. Cette situation, elle commence à évoluer lentement à partir des années 1970-1980, tout simplement parce que Taïwan s'affirme comme l'un des 4 dragons asiatiques. C'est un partenaire économique qui devient de plus en plus important en Asie. Il faut bien se souvenir, je sais que ça paraît loin, mais c'était un partenaire économique plus important que la Chine à l'époque. Et ça devient surtout un marché potentiel pour les entreprises européennes. Et donc, dans ce contexte, les échanges et les relations entre les pays européens et Taïwan reprennent, même s'il demeure cantonné à la sphère privée, puisqu'il n'est évidemment pas question de rétablir de relations diplomatiques. Et c'est donc à cette époque que des bureaux de représentation sont mis en place, donc sous différents noms, pour gérer les relations. Alors les bureaux de représentation sont des bureaux qui fonctionnent un peu comme des ambassades, ils n'en ont pas toutes les fonctions et surtout ils n'en ont pas le statut. Alors, cette période dite de normalisation limitée, c'est l'expression qui est utilisée par le sinologue Jean-Pierre Cabestan, elle culmine au début des années 1990 avec l'après-Tiananmen en Chine, donc l'incident de la place Tiananmen en 1989, et également la libéralisation du régime à Taipei. On a donc des échanges politiques qui reprennent entre Taïwan et les pays d'Europe de l'Ouest, essentiellement pour favoriser la signature de contrats commerciaux, mais assez vite, la réaction de Pékin, et la France en sait quelque chose, entraîne rapidement la fin de cette période de normalisation, puisque tout simplement les pays européens privilégient désormais leurs relations avec la Chine, qui est en pleine émergence économique. Donc je dirais que de la fin des années 1990 à la fin des années 2010, les relations non officielles entre Taïwan et les États européens, elles sont marquées par une relative stabilité. On a d'abord des relations économiques qui sont assez développées, puisque Taïwan est le 15e partenaire commercial de l'Union européenne, mais en revanche, on n'a évidemment pas de relations diplomatiques et on a très peu d'échanges politiques, au-delà des visites de quelques parlementaires qui sont membres de groupes d'amitié avec Taïwan. En fait, Taïwan entretient un réseau assez dense de groupes d'amitié parlementaires dans différents États européens et régulièrement, il y a des parlementaires membres des groupes d'amitié qui se rendent en visite privée à Taïwan, mais ça se fait vraiment à titre privé. On a aussi un réseau assez dense de bureaux de représentation. Donc, vous avez sur la slide la carte des bureaux de représentation de Taïwan dans l'Union européenne en septembre 2023. Au mois d'octobre, devrait ouvrir un nouveau bureau, puisqu'il va y avoir un nouveau bureau qui va ouvrir à Milan, en Italie. Et vous avez un nombre à peu près équivalent de bureaux de représentation de pays européens à Taïwan, cette fois-ci. Mais finalement, l'observation qui domine, c'est que les États européens, à cette période, ne sont pas prêts à mettre en péril leurs relations avec la Chine pour se rapprocher de Taïwan. Alors, on assiste dans une certaine mesure à un tournant en 2019-2020, puisque on assiste au début de 2 dynamiques qui se renforcent mutuellement, qui sont encore visibles actuellement. D'abord, c'est une dynamique de visibilisation de Taïwan dans l'espace public européen, et ensuite une dynamique de renforcement des échanges politiques entre les États européens et Taïwan. Alors, cette dynamique de visibilisation, elle est essentiellement due, il y a différents facteurs, mais elle est essentiellement due à la pandémie de Covid-19, dont le début, donc en janvier 2020, il faut le rappeler, coïncide avec la réélection de Tsai Ing-wen à la présidence de Taïwan. Et cette pandémie, elle contribue initialement à la visibilisation de Taïwan de 2 manières. Tout d'abord, Taïwan apparaît comme un modèle de gestion sanitaire. Vous vous souvenez sans doute des articles des médias européens à ce sujet. Juste pour vous donner un chiffre, au 1er juillet 2020, donc 6 mois après le début de la pandémie, Taïwan ne comptait que 7 décès pour une population de 23 millions d'habitants, alors que la plupart des pays européens faisaient face à des milliers, voire des dizaines de milliers de décès.
Deuxièmement, l'image de Taïwan, elle a également été renforcée un peu en miroir, en fait, par la rhétorique agressive qu'a déployée Pékin au cours de la pandémie. Vous avez sans doute entendu parler de la diplomatie des loups guerriers, qui est bien connue en France, qui est aussi bien connue à la FRS, puisque l'ambassadeur de France, de Chine, pardon, en France est l'un des plus éminents représentants de cette diplomatie des loups guerriers. Et à l'inverse, Taïwan met en place une diplomatie beaucoup plus bienveillante, une diplomatie dite diplomatie des masques à l'égard de différents pays européens qui aident Taïwan à renforcer ses liens avec un certain nombre de pays européens, notamment en Europe centrale et orientale. Alors cette visibilité, elle se traduit dans les médias, elle se traduit aussi, même si c'est plus difficile à mesurer, dans l'opinion publique. Pour vous donner juste un exemple de la visibilité de Taïwan dans les médias, vous vous souvenez peut-être des propos d'Emmanuel Macron au sujet de Taïwan qui ont été tenus au cours de son voyage en Chine, donc en avril 2023. Alors, sans revenir sur le fond des propos, ils n'auraient sans doute pas suscité une telle couverture médiatique et une telle polémique s'ils avaient été tenus il y a encore quelques années. Sur le sujet de l'opinion publique, il existe assez peu d'études fiables sur le sujet, mais il y a eu un récent sondage donc, publié en 2023 par un institut américain, le Pew Research Center, qui montre que Taïwan bénéficie de 49% d'opinion favorable en France. C'est à mettre en parallèle avec les mêmes chiffres pour la Chine, puisque la Chine ne bénéficie que de 26% d'opinion favorable en France, et on retrouve 50% d'opinion favorable en Allemagne contre 20% pour la Chine. Mais la dynamique la plus importante, sans doute, c'est bien évidemment la dynamique politique qui se déploie selon trois vecteurs. D'abord la diplomatie parlementaire, ensuite la diplomatie déclaratoire gouvernementale et enfin les rencontres et visites de responsables gouvernementaux. Alors je vais commencer par la diplomatie parlementaire puisque les parlementaires jouent le rôle de premier plan dans l'accroissement des échanges politiques entre les pays européens et Taïwan, tout simplement puisqu'ils sont moins contraints par la politique d'une seule Chine que les représentants gouvernementaux. Donc, à partir de 2021, on a des résolutions parlementaires de soutien à Taïwan qui se multiplient à travers l'Europe, notamment des résolutions qui soutiennent la participation de Taïwan aux organisations, à certaines du moins organisations internationales. C'est le cas notamment en France, puisque le Sénat puis l'Assemblée nationale ont chacun adopté une résolution, d'abord en mai 2021, puis en novembre 2021. Enfin, ces résolutions parlementaires, elles se doublent de visites de délégations parlementaires officielles à Taïwan qui se succèdent à partir de 2020. Alors, je vous ai dit qu'avant 2020, avant 2019, on avait déjà des nombreuses visites de parlementaires membres de groupes d'amitié avec Taïwan. Donc ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose de nouveau. Par contre, les visites de délégations parlementaires officielles étaient beaucoup plus rares. Et à cet égard, la visite du président du Sénat tchèque à la fin du mois d'août 2020 est assez historique puisqu'il est devenu le premier président d'un parlement étranger à assister à une séance du Parlement taïwanais depuis quand même 45 ans. Et ces visites de délégation officielle, elles s'accélèrent à partir de 2021. Et dans ce contexte, la France joue un rôle assez important puisqu'on a eu la première visite d'une délégation officielle du Sénat français en octobre 2021. Cette délégation, elle a été conduite par le sénateur Alain Richard, qui est lui-même ancien ministre de la Défense et par ailleurs président du groupe d'amitié Sénat-Taïwan. Et cette visite, elle a été suivie en décembre 2021 de la visite de la première délégation officielle de l'Assemblée nationale, qui, elle, était conduite par l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et qui est aussi, par ailleurs, président du groupe d'amitié France-Taïwan à l'Assemblée. Alors, ce rapprochement entre Taïwan et les États européens, il ne se limite pas à la diplomatie parlementaire, il se traduit également par une diplomatie déclaratoire gouvernementale de plus en plus affirmée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, Taïwan, auparavant, était un tabou. Les responsables gouvernementaux évitaient assez soigneusement d'en parler, voire parfois même de prononcer le nom de Taïwan. Et aujourd'hui, les choses évoluent progressivement. Ça dépend des pays européens. Mais pour vous donner un exemple, si vous prenez les premières versions de la stratégie française dans l'Indo-Pacifique, donc qui a été publiée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les premières versions n'évoquaient pas Taïwan, alors que la nouvelle version du document, qui a été publiée en février 2022, elle mentionne Taïwan comme l'un des partenaires clés de l'Union européenne dans les chaînes de valeur mondiales. Et enfin, ce rapprochement politique, il passe, et c'est sans doute la dimension la plus symbolique,
il passe par la hausse du nombre de visites et de rencontres entre des responsables gouvernementaux européens et taïwanais. Alors ici, il existe vraiment des différences majeures entre les pays européens, parce qu'on a certains pays d'Europe occidentale, en particulier la France, qui demeurent réticents à autoriser des interactions entre responsables de niveau ministériel, toujours en vertu de la politique d'une seule Chine. Donc par exemple, dans le cas de la France, il n'y a aucun ministre ou secrétaire d'État français qui ne s'est rendu à Taïwan depuis 1998 et il n'y a pas eu officiellement d'interaction de niveau ministériel depuis cette date entre la France, entre les ministres français et leurs homologues taïwanais. En revanche, l'Allemagne, elle, a récemment évolué sous le nouveau gouvernement dirigé par Olaf Scholz, puisqu'en mars 2023, pour la première fois depuis 1997, l'Allemagne a envoyé sa ministre fédérale de l'Éducation et de la Recherche en visite à Taïwan. Et sur ce sujet, les pays d'Europe de l'Est se montrent un peu moins frileux. On a notamment la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie qui sont en pointe sur le sujet. Et pour vous donner un exemple, entre début 2022 et l'été 2023, on a eu pas moins de 6 visites de vice-ministres lituaniens à Taïwan. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ce renforcement des relations au niveau des États membres, il s'observe aussi au niveau supranational, au niveau des institutions européennes. Au niveau européen, on retrouve toujours le rôle moteur de la diplomatie parlementaire, donc le rôle moteur du Parlement européen, qui s'est notamment distingué en octobre 2021 en adoptant pour la première fois un rapport exclusivement consacré aux relations politiques et à la coopération entre l'Europe et Taïwan. On a eu également pour la première fois en novembre 2021 une délégation officielle d'eurodéputés qui étaient membres de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère du Parlement européen à se rendre à Taïwan. Cette délégation était d'ailleurs conduite par l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann. Et du côté des institutions exécutives, on est sur une position toujours un peu plus prudente, mais la Commission européenne elle-même n'en multiplie pas moins les références à Taïwan dans ses communications officielles. Et ce renforcement, il est assez symbolisé par le discours qu'a donné la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, au Parlement européen en octobre 2021. Et ce discours, il était exclusivement consacré aux relations Europe-Taïwan. Et dans ce discours, elle a affirmé que Taïwan et l'Europe étaient des partenaires qui partagent des vues similaires, la fameuse expression like-minded partners. Alors maintenant, si on essaie brièvement d'analyser les facteurs qui expliquent ces dynamiques, je dirais qu'il y a 4 grands facteurs dont le poids respectif n'est pas toujours facile à, à mesurer. Il y a 4 grands facteurs qui contribuent à la dynamique actuelle. Tout d'abord, il y a les évolutions du contexte stratégique international. Ensuite, il y a un intérêt européen indéniable pour une coopération économique approfondie avec Taïwan. Ensuite, il y a la détérioration des relations bilatérales entre l'Europe et la Chine, à la fois au niveau politique et au niveau économique. Et enfin, quatrièmement, c'est un facteur qu'on a un peu tendance à balayer d'un revers de manche, mais qui joue un rôle, c'est qu'il existe une indéniable affinité avec un pays démocratique dont on considère qu'il partage des valeurs similaires à celles des pays européens. Alors, brièvement sur les évolutions du contexte stratégique international, je dirais que ce renforcement des relations euro-taïwanaises, il est l'une des conséquences de l'intensification de la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis, puisque dans ce contexte, vous savez que les États-Unis ont plutôt tendance à accroître leur soutien à Taïwan. Et on a eu, par exemple, en 2020, le Congrès américain qui a adopté un texte, le Taipei Act. Vous avez un extrait sur la slide. Et ce Taipei Act, il prévoit notamment de récompenser par un soutien américain accru les États qui approfondiraient leurs relations avec Taipei. Alors, par exemple, dans le cas d'un État comme la Lituanie, qui n'est pas forcément très intéressé par ce qui se passe dans le détroit de Taïwan, mais qui cherche à garder des liens étroits avec les États-Unis, tout simplement parce que la Lituanie doit faire face à la menace russe sur sa frontière, eh bien, pour la Lituanie, le rapprochement avec Taïwan, c'est aussi un moyen d'obtenir un soutien américain accru. Parmi les évolutions du contexte stratégique international, on peut aussi citer tout simplement la volonté des États européens de préserver l'ordre international libéral face à la montée en puissance de la Chine, parce que vous savez maintenant que l'Union européenne qualifie la Chine de rivale systémique. Et donc, dans ce contexte, on a vu aussi l'émergence de l'Indo-Pacifique comme l'une des priorités stratégiques de l'Union européenne, ce qui n'a fait que renforcer l'importance de Taïwan, du partenaire taïwanais aux yeux des Européens. Et c'est ce que témoignent les mentions de l'île dans les stratégies indo-pacifiques à la fois françaises et européennes.
Deuxième facteur, le rôle économique. Alors, on résume assez souvent, peut-être de manière un peu caricaturale, le rapprochement entre les États européens et Taïwan à la question des semi-conducteurs. On dit, bon, les États européens, ils ont besoin des semi-conducteurs et c'est ce qui explique qu'ils se rapprochent de Taïwan. C'est un facteur, c'est indéniable, mais ça n'est pas le seul. Par contre, il est indéniable que notamment la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la dépendance de l'Europe et des chaînes d'approvisionnement européennes à l'égard de Taïwan. Et selon les chiffres donnés par le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, l'Europe dépend à 60% de Taïwan pour la production de semi-conducteurs. Donc évidemment, dans un contexte où l'Europe cherche à assurer la résilience de ces chaînes d'approvisionnement, il y a la nécessité de coopérer avec le partenaire taïwanais. Il y a aussi une volonté de la part de certains des États européens de chercher à attirer les investissements taïwanais. Alors c'est vrai pour les pays d'Europe occidentale. Par exemple, on a vu le groupe taïwanais Prologium qui a annoncé il y a quelques semaines investir plus de 5 milliards d'euros en France dans une usine de batteries électriques solides qui sera implantée à Dunkerque. Mais c'est aussi et surtout vrai pour les petits États d'Europe centrale et orientale. Alors quand je dis petits, hein, évidemment, c'est géographiquement ou démographiquement, qui, eux, cherchent à attirer les investissements taïwanais en échange d'un soutien politique accru. Et le facteur, sans doute, selon moi, le plus structurant, ça reste la dégradation continue des relations entre l'Europe et la Chine. Alors, cette dégradation, elle se manifeste au niveau politique. Les relations se sont dégradées à cause d'un tas de sujets, mais notamment, on peut citer la situation à Hong Kong, la situation de la minorité ouïghour au Xinjiang, évidemment la gestion de la pandémie de Covid-19, et aussi, notamment dans certains États européens, les accusations d'ingérence chinoise, d'influence chinoise dans les processus domestiques de ces États. C'est notamment le cas en Lituanie. Mais ce qui est peut-être même encore plus important, c'est de noter qu'au plan économique, de nombreux États européens ont été en fait déçus par les promesses d'investissement chinoises qui ne se sont jamais matérialisées ou alors pas comme les États européens l'auraient voulu. On en a eu un exemple il y a quelques jours avec, alors c'est pas très clair, mais l'Italie pourrait annoncer qu'elle va se retirer de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, ça montre cette dynamique. Et on a également les trois pays baltes, donc d'abord la Lituanie, puis la Lettonie et l'Estonie, qui ont quitté le forum 17+1. Alors le forum 17+1, c'est quoi? C'est un forum économique visant à coordonner la coopération économique et les investissements chinois dans les pays d'Europe centrale et orientale. C'est trois États baltes qui ont quitté ce forum, qui s'appelle donc maintenant 14+1, au motif que ça n'apportait aucun bénéfice économique et que c'était simplement un véhicule de l'influence chinoise en Europe. Donc, ce volume finalement assez négligeable des investissements chinois, ce qui est particulièrement vrai en Europe centrale et orientale, voire même dans certains cas le volume assez négligeable du commerce avec la Chine, pour la Lituanie, c'était même pas 2% du commerce extérieur lituanien, eh bien ça rend moins coûteux ce rapprochement avec Taipei. Je finirai juste en mentionnant très brièvement la solidarité entre démocraties. Ça reste un facteur qui est souvent invoqué dans le discours politique, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Et ce sentiment d'identification et de solidarité avec Taïwan, il est particulièrement fort dans certains pays d'Europe centrale et orientale, puisqu'ils ont eux-mêmes, il n'y a pas si longtemps, fait l'expérience de l'autoritarisme communiste dans leur propre histoire. Donc, pour conclure, je dirais, du tableau que j'ai brossé, il existe des raisons d'être assez optimiste quant au futur des relations euro-taïwanaises, mais la dynamique actuelle, peut-être qu'on en discutera ensuite, demeure fragile et nécessite d'être encore approfondie. Il y a 3 points qui le montrent. Tout d'abord, cette dynamique, elle ne concerne pas tous les États européens, puisqu'on a encore des États qui demeurent réticents à renforcer leurs liens avec Taipei. C'est notamment le cas pour des États d'Europe du Sud ou d'Europe de l'Est, qui ne veulent pas tout simplement compromettre leurs relations avec Pékin. Deuxième point, les années 90 ont montré que cette normalisation, elle était possible, mais elles ont aussi montré que la normalisation n'était pas un processus qui était irréversible, puisque Taïwan a surtout bénéficié d'un concours de circonstances qui lui était assez favorable. Et enfin, d'un point de vue très pratico-pratique, on a une élection présidentielle qui est prévue à Taïwan en janvier 2024 et le résultat de l'élection, en fonction du candidat et du parti qui sera élu, elle pourrait avoir un impact sur la dynamique de coopération. Voilà, je m'arrête ici et je laisse
Super Antoine Dumine, commenté. pour cette présentation très complète sur l'évolution récente des relations entre l'Europe et Taïwan. Et ce, à tous les niveaux, avec notamment, comme tu le disais, un focus sur la diplomatie parlementaire, qui est un des leviers importants de ce rapprochement, entre guillemets, ou en tout cas de cet accroissement de la coopération entre Europe et Taïwan. Je laisse peut-être la parole à Jaemin pour donner un point de vue très taïwanais sur ces relations Taïwan-Europe et peut-être savoir comment c'est perçu du côté de Taipei, que ce soit du point de vue officiel, mais aussi du point de vue de la société. Comment est-ce que ce rapprochement, en quelque sorte, et cet accroissement des coopérations entre Taïwan et l'Europe est perçu du côté de Taipei? Oui, merci Antoine, merci Quentin, et merci d'avoir m'invité de rejoindre cet webinaire intéressant. Et je pense que Quentin a fait déjà un excellent résumé sur les relations Europe-Taïwan. Et, et son ouvrage nous permet de saisir rapidement les points clés dans les relations Taïwan-Europe. Et même en tant que Taïwanais, j'ai beaucoup appris du livre de Quentin car je ne connais pas l'histoire, quelques détails sur dans l'histoire des relations Taïwan-Europe. Et je pense que en tant que Taïwanais, oui, nous avons effectivement le sentiment que les relations entre Taïwan et l'Europe se réchauffent rapidement depuis 2020. Et je pense que le rôle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne peut pas être ignoré, surtout pour les pays de l'Europe orientale sont plus amicaux envers Taïwan que les pays d'Europe occidentale. C'est en raison de l'expérience historique de la domination soviétique et de la proximité géographique de la guerre et de la position pro-russe de la Chine. Et tout cela a conduit à un plus grand sentiment de solidarité entre Taïwan et ces pays de l'Europe de l'Est. Cependant, je pense que le rôle le plus important de la guerre est d'alerter le monde. Autrement dit, ce que nous pensions impossible dans le passé est désormais possible. C'est pour ça que lorsque la guerre devient une réalité en Europe, nous ne pourrions pas être naïfs. Je pense que nous, les Européens et les Taïwanais, devons sérieusement envisager la possibilité d'une nouvelle guerre éclate dans le détroit de Taïwan. Et je pense que qu'on a l'idée que la diplomatie parlementaire, la diplomatie déclaratoire gouvernementale et les rencontres et les visites des chefs d'État sont les vecteurs du rapprochement politique entre l'Europe et Taïwan. Cependant, qu'il s'agit d'une visite de parlementaires européens ou de représentants du gouvernement, la Chine toujours estime que cela dépasse la ligne rouge. Mais en fait, depuis l'entrée en fonction du gouvernement de Tsai Ing-wen, les activités du gouvernement taïwanais n'ont pas enfreint la convention, qu'il s'agit de candidat du président ou de notre vice-président taïwanais aux États-Unis ou les réceptions des groupes parlementaires à Taïwan. Donc, il y a eu un nombre de cas dans ce genre de visite dans le passé. Par conséquent, je pense que les pays européens devraient être attentifs à la diplomatie de la ligne rouge de la Chine. En fait, la Chine n'a pas de définition claire de qu'est-ce que c'est une ligne rouge. Au cours de ces dernières années, nous pouvons observer que la Chine progresse étape par étape et tout pourrait être interprété comme sa ligne rouge. Donc, je pense que l'Europe devrait avoir leur propre ligne rouge et leur proposition pour éviter que la Chine tente de briser le statu quo et de créer une nouvelle normalité dans la région du détroit de Taïwan. Et par ailleurs, je suis aussi d'accord avec ce que Gonda a dit concernant la diplomatie déclaratoire gouvernementale qui est aujourd'hui l'un des plus importants outils pour le réchauffement des relations entre Taïwan et l'Europe.
Et cependant, nous pouvons également observer que de nombreux gouvernements européens commencent à vouloir concrétiser leurs déclarations, même si un tel changement pourrait être très long. On peut prendre l'exemple de la France et on peut maintenant peut-être considérer comme acquis que les navires de guerre français traversent le détroit du Taïwan pour défendre le droit à la liberté de navigation. Mais avant 2020, nous ne pouvions que nous pouvons confirmer seulement indirectement cette action de l'armée française à travers des reportages médiatiques ou des responsables américains anonymes. Mais en octobre 2021, nous pouvons confirmer directement la présence de bâtiments de la Marine nationale par la réponse de la ministre des Armées concernant la question des membres du parlementaire français. Et surtout, cette année, la ministre française des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, a pris l'initiative de révéler le fait que le frégate de surveillance prériale avait traversé le détroit de Taïwan. Donc, je pense d'une réticence à exprimer des opinions dans le passé à une volonté de prendre des mesures proactives et publiques aujourd'hui. Ces changements peuvent montrer que le gouvernement français attache plus d'importance au territoire de Taïwan. Et je pense que ces actions plus concrètes de la part des pays européens ou de la France contribueront à garantir la paix et la stabilité dans le territoire de Taïwan et aussi sauvegarder les intérêts de l'Europe dans la région Indo-Pacifique. Et enfin, je voudrais parler des défis futurs dans les relations Taïwan-Europe. Je pense que le plus essentiel, c'est la question de la communication stratégique. C'est-à-dire, est-ce que tous les pays démocratiques peuvent disposer d'un mécanisme pour communiquer les uns avec les autres et de donner leur opinion afin que nous pouvons avoir une voix unique et une approche cohérente face à l'agression des pays autoritaires. Et pour moi, je pense que cette question peut être traitée au moins sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau national, c'est-à-dire comment un dirigeant national il peut exprimer avec précision ses intentions. Je pense que l'interview du président Macron après sa visite en Chine en avril peut être considéré comme un exemple excellent. En tant qu'étudiant francophone, je comprends la tradition depuis l'époque de Charles de Gaulle et je comprends l'idée de l'autonomie stratégique de la France. Cependant, pour les peuples taïwanais, l'idée dans le reportage après la visite de Macron est difficile à comprendre. Et il faut prendre du temps pour un chercheur comme moi pour approfondir les connaissances du peuple de Taïwan. Mais les médias chinois ou les médias pro-chinois à Taïwan peuvent rapidement déformer l'opinion des gens sur la France à travers des titres sensationnels et des manipulations délibérées. Et en outre, de nombreux hommes politiques ou des peuples européens ont encore une connaissance assez limitée sur les différences entre Taïwan et la Chine. Par exemple, si on voir les déclarations de certaines personnalités importantes en France, on constate que leurs discours sur les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan sont encore dans l'ère de la guerre froide. Elles sont pro-chinoises par l'idéologie anti-américaine et ignorent la nature de la question de Taïwan. Donc, comment peut-on améliorer leur compréhension de Taïwan? Je pense que tout cela mérite notre attention. Et pour le niveau européen, je pense que c'est une vieille
question de la négociation européenne, c'est-à-dire comment l'Europe peut avoir une seule voix en politique. Et sur la question de la Chine et de Taïwan, il est évident que les 26 pays de l'Union européenne peuvent être divisés en plusieurs catégories et chaque État peut son position sur Taïwan et la Chine. Et certains États même sont beaucoup plus proches de la Chine. Donc, la manière dont les pays européens adoptent une position unifiée à l'égard de la Chine constituera un défi majeur. Et donc, dans ce contexte, je suis d'accord avec ce que le condamne dit sur le fait que la politisation des relations avec Taïwan est un des principaux leviers dont l'Europe pourrait prévenir un conflit. Donc, ici, j'ai essayé de proposer quelques mesures concrètes pour que l'Europe pourrait envisager de prendre. D'abord, je pense que on peut considérer des déclarations multilatérales ou bilatérales parce que ces déclarations peuvent expliquer efficacement la position de l'Europe et transmettre des messages importants à Xi Jinping et tracer des lignes rouges européennes contre une agression éventuelle chinoise. Et aussi, on peut aussi penser à la sanction. Je pense qu'il y a beaucoup de choses nous pouvons discuter sur les sanctions, même si c'est difficile de prendre des mesures concrètes dans ce domaine, mais je pense que le processus de discussion lui-même peut avoir averti Pékin de ne pas agir de manière imprudente. Pour conclure, je pense que le but des actions ci-dessus je mentionnais, c'est de compliquer les calculs de Xi Jinping et de le dissuader d'agir de manière imprudente. Et pour conclure, je pense que les relations Taïwan-Europe sont entrées dans une nouvelle période et il faut désormais concrétiser des concepts, des idées, des valeurs pour assurer la paix et la stabilité dans les détroits. Donc, ce sont mes quelques réflexions et j'attends vos critiques et vos conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jimin. Je ne sais pas si Quentin, tu as quelques remarques ou commentaires. Bon, bah vas-y d'abord, peut-être. Non, moi, je te poserai peut-être d'autres questions après, donc si tu veux rebondir. Bah, il y a plein, c'était très riche, il y a plein d'éléments intéressants. J'aurais tenu un point en particulier, c'est sur la ligne rouge, c'est ce que vous avez dit sur la ligne rouge chinoise. On ne sait pas très bien où elle est, c'est vrai, et surtout, il est vrai que la plupart des mesures, et c'est important de le souligner, que la plupart des mesures qu'ont pris les pays européens, ce sont des mesures qui rentrent dans le cadre de la politique d'une seule Chine et qui donc, techniquement, ne viole pas la ligne rouge chinoise. Ça n'a pas empêché la Chine de réagir durement. Par exemple, les parlementaires, et ça a notamment valu une convocation au ministère des Affaires étrangères français de l'ambassadeur chinois en France. Ça ne l'a pas empêché de tenir des propos assez inacceptables sur la délégation française de sénateurs qui devait se rendre à Taïwan. Tout simplement aussi parce que la Chine a un petit peu de mal avec la séparation des pouvoirs et ne comprend pas nécessairement, fait semblant de ne pas comprendre du moins que des parlementaires ne sont pas des représentants de l'exécutif d'un pays. Ils ont fait aussi un peu la même confusion avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan il y a quelques mois. Donc oui, il est important de souligner que la plupart des mesures prises par les pays européens ne violent pas la politique d'une seule Chine et sont parfaitement autorisées, même en vertu des accords qui ont parfois été signés avec la Chine. Et sur ce point, pour rebondir, je pense que l'influence chinoise dans le champ informationnel, elle est ultra importante. Et s'il y a un autre changement majeur dans la relation entre Taïwan et l'Europe ces dernières années, c'est sûrement la couverture médiatique qu'il y a en Europe sur Taïwan et une forme de sensibilisation du grand public, mais aussi des élites politiques qui souvent n'étaient pas vraiment bien sensibilisées à ces enjeux-là.
avec des éléments de langage qui sont de moins en moins utilisés, en tout cas des éléments de langage chinois qui sont de moins en moins repris. Quand on lisait dans la presse française pendant des années Taïwan comme une province rebelle, ça c'est évidemment un élément de langage chinois qui était véhiculé par Pékin. La même chose, c'est quand on présente le parti au pouvoir aujourd'hui, élu, donc président élu en 2016, réélu en 2020, comme un parti indépendantiste. Ça, c'est pareil, c'est une affirmation qui est fausse sur le plan factuel. On peut considérer que le DPP est autonomiste, mais il n'est pas en soi indépendantiste, contrairement à ce qui s'est passé, il faut le reconnaître, il y a 15-20 ans, lorsqu'il y avait le président Chen Shui-bian au pouvoir, qui souhaitait et a organisé, par exemple, un référendum pour une adhésion à l'ONU. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour politique à Taïwan, et donc présenter les autorités taïwanaises comme étant indépendantistes, c'est une erreur. Et ça, c'est un problème d'une partie de la diplomatie, y compris européenne, quand par exemple Joseph Borrell explique qu'il y a quelques semaines qu'il ne soutient pas l'indépendance de Taïwan. En réalité, il n'y a pas besoin de le rappeler, parce que ça, c'est reprendre les éléments de langage chinois. Ce que les Européens doivent rappeler, c'est que les échanges qu'ils ont avec Taïwan se tiennent dans le cadre de leur politique d'une seule Chine, qui n'ont pas de relations diplomatiques avec la République de Chine, mais avec la République populaire de Chine. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin que ça. Tout comme, par exemple, lorsque la ministre des Affaires étrangères française à l'Assemblée nationale, en répondant à une question, explique que Taïwan n'est pas un État, par exemple. Ça, ce ne sont pas les éléments de langage classiques de la diplomatie française, qui se bornent simplement à rappeler qu'il n'y a pas de relation diplomatique, qu'il y a la politique d'une seule Chine, qui est la politique française, et non pas la politique chinoise, puisque en Chine, on parle du principe d'une seule Chine. Et donc, il y a la nécessité de faire très attention à ne pas reprendre, que ce soit volontairement ou involontairement, les éléments de langage chinois. Puis il y a la nécessité aussi d'une plus grande transparence, aussi pour ne pas avoir peur, entre guillemets, d'assumer des coopérations qui existent depuis extrêmement longtemps. Et là, il y a un vrai paradoxe français. Le paradoxe français, c'est que la France est l'État européen qui a le plus de coopération avec Taïwan et les coopérations les plus diversifiées. Alors, il y a moins d'échanges économiques qu'entre l'Allemagne et Taïwan, mais sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, il y a énormément de choses entre la France et Taïwan. Les Français, avant la pandémie, alors on n'a pas les chiffres récents, mais c'était la principale communauté d'expatriés européenne à Taïwan. Il y a un prix culturel chaque année qui est remis, un prix scientifique qui est remis chaque année franco-taïwanais. Et ça se traduit par exemple par le fait que le bureau français à Taipei, donc la représentation française à Taipei, est la plus grande de tous les États membres. En termes d'équivalent temps plein, c'est à peu près une soixantaine de personnes qui, encore une fois, dans tous les domaines de la coopération bilatérale, travaillent. Et le paradoxe, c'est que malgré cette coopération extrêmement poussée, et de fait cette proximité, qui, je pense, pourrait être un élément de langage entre la France et Taïwan, en tout cas de la façon dont la France conçoit sa coopération avec Taïwan, il y avait une invisibilisation, et Quentin l'a parfaitement rappelé pendant des années. Cette invisibilisation, elle s'explique en partie par les tensions qu'il y avait pu avoir avec Taïwan suite aux deux accords d'armement en 91 et 92 sur la vente de 6 frégates et de 60 Mirage 2000, et puis surtout par cette déclaration franco-chinoise de 94, dans laquelle la diplomatie française était allée sûrement beaucoup plus loin que d'autres diplomaties européennes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu pendant quasiment 20 ans une perte de sociabilisation, de socialisation entre les élites françaises et les élites taïwanaises. C'est tout le paradoxe. Il y avait plein de coopérations, et en même temps, à haut niveau, très peu de sensibilisation des élites politiques françaises, très tournées vers la Chine. Et ça peut se comprendre, parce que les opportunités économiques et politiques étaient plutôt vers la Chine que vers Taïwan. Mais ce qu'il en a résulté, c'est que contrairement aux autres pays européens, et notamment contrairement à l'Allemagne, c'est une perte de socialisation. C'est-à-dire qu'au sein de l'administration, de très nombreuses directrices et directeurs d'administration qui considéraient que Taïwan était toxique, qu'il n'y avait rien à gagner à afficher les coopérations avec Taïwan, et une perte, entre guillemets, d'interaction au plus haut niveau avec les Taïwanais. Encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il y a des visites ministérielles ou pas. Au sein de l'administration, au niveau des directions générales, il peut y avoir des interactions. Et ces interactions, elles débouchent sur des coopérations concrètes. Ça, c'est en train de changer. Les éléments de langage français sont en train de changer. Le président, pour la première fois, a mentionné le détroit de Taïwan et plus largement les tensions autour de Taïwan. C'était de mémoire en septembre 2022 dans le discours aux ambassadeurs. Il l'avait rappelé en janvier 2023
dans les vœux pour les armées, pour la nouvelle année. Et puis, il y a eu cette déclaration très certainement malheureuse, puisque mal calibrée, lors de son retour de Chine vers la France. Mais en tout cas, les choses sont en train d'évoluer. Et je pense que côté français, il y a la volonté d'assumer un peu plus la réalité de la coopération, qui ne se fait pas au détriment de la Chine, qui ne se fait pas contre la Chine, mais qui se fait simplement parce qu'il y a des intérêts en France, il y a des intérêts à Taïwan qui sont convergents. On parle beaucoup des questions de droits de l'homme, des questions de démocratie. Il y a par exemple un expert français détaché au sein de la Commission nationale des droits de l'homme à Taïwan. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que Taïwan a connu une démocratisation extrêmement rapide, un devoir de mémoire suite à la période dictatoriale et plus largement vis-à-vis des minorités ethniques, des minorités aborigènes, qui est très important. Et là, la France et Taïwan peuvent apprendre beaucoup les uns des autres. Et puis, par exemple, sur des sujets plus techniques, sur la transition verte, par exemple, Taïwan est aujourd'hui un partenaire incontournable. On ne peut pas aujourd'hui réaliser une transition énergétique en France et en Europe tant qu'on ne veut pas dépendre à 100% de la Chine, si on ne se rapproche pas d'autres pays, Taïwan, la Corée et d'autres. Et donc, je dirais que ça, cette dimension économique, au-delà des simples semi-conducteurs, elle va se renforcer dans les années à venir. Et cette reprise des échanges au plus haut niveau, même si ce n'est pas au niveau ministériel, sont extrêmement positifs. Quentin, toi, tu as surtout travaillé du côté européen. Quel est ton point de vue? Alors, Jamie en a déjà parlé, mais ton point de vue, je dirais, de la perception taïwanaise de ce rapprochement et de l'importance de l'Europe du point de vue taïwanais. Enfin, comment toi, par exemple, tu l'interprètes du point de vue européen, mais de cette perception taïwanaise. Et puis ensuite, encore une fois, il y a des questions, je vois deux questions de Baptiste. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat. Ouais, justement, ça, c'est une question intéressante qui est toujours difficile à traiter du point de vue européen, mais on sent un enthousiasme taïwanais assez sincère, à la fois de la part des responsables gouvernementaux taïwanais, mais aussi de la société civile taïwanaise pour cette coopération approfondie avec les pays européens. Il y a notamment, alors ça se fait au niveau des diasporas qui sont établis en Europe, mais également à Taïwan, des associations, des groupes de la société civile qui se, qui se mobilisent justement pour promouvoir ce rapprochement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, par exemple, avec la Lituanie, au moment où la Lituanie, la situation était un peu compliquée avec la Chine et où la Lituanie s'est rapprochée de Taïwan. Et au niveau gouvernemental, il y a une vraie volonté, je pense, de ne pas renouveler les erreurs du passé, en fait, puisque tout simplement, il y a eu cette fenêtre d'opportunité, pour reprendre un terme qu'emploierait le gouvernement chinois, au début des années 90, cette fenêtre d'opportunité, elle s'est assez rapidement refermée, notamment avec les pays d'Europe centrale et orientale, aussi puisque ces pays, en échange d'un soutien à Taïwan, attendaient un certain nombre d'investissements, d'aide économique, et souvent ça ne s'est pas matérialisé. Et là, le gouvernement taïwanais semble décider, il y a eu notamment un discours, c'était un discours au forum Business Europe-Taïwan, un discours de la présidente taïwanaise où elle a annoncé là, clairement la volonté de Taïwan de continuer à approfondir la coopération avec les pays européens, et elle a déclaré que l'Europe était des partenaires naturels pour faire face aux défis à venir. Et c'est là où une institution importante à Taïwan dont on peut parler, le NDC, le National Development Council, qui est en charge un peu d'une partie de la planification, alors même si Taïwan est une économie de marché, mais qui peut avoir un rôle dans l'accroissement des coopérations économiques entre Taïwan et l'Europe, et ça, c'est un vecteur de coopération important. On va peut-être aller sur les questions. Donc, premièrement, les questions de Baptiste. Il y a une question sur la perception d'un point de vue taïwanais de l'Europe et de la France dans ce monde multipolaire. Ça, je laisserai peut-être Juemin répondre. Ensuite, une autre question sur la transition du DPP, de l'indépendantisme vers l'autonomisme. Ça, je laisserai peut-être Quentin, ou alors j'y répondrai si tu ne souhaites pas y répondre. Et puis, une troisième question, on va prendre les trois premières, de Guillaume sur le virage de 2019-2020 et si ça a eu des conséquences sur la stratégie militaire de Taïwan. Peut-être Juemin sur quel est là, en fait, le rôle de l'Europe et de la France dans un monde de plus en plus multipolaire du point de vue taïwanais. Oui, je pense que pour la première question, je pense qu'à Taïwan, maintenant,
la majorité ou le consensus parmi les peuples taïwanais, c'est de maintenir le statu quo. Même comment dire, le parti du gouvernement, le TPP, oui, avant je pense, avant peut-être une vingtaine d'années, il proclame il faut avoir une indépendance de Taïwan. Mais maintenant, je pense que quand on est arrivé au pouvoir, on doit penser à la réalité. Hein. Donc, je pense que depuis ces dizaines d'années, les leaders ou les principales du parti, ils commencent à comprendre peut-être de maintenir le statu quo et même si c'est sous le nom de la République de Chine, c'est une solution pas mal pour sauvegarder la sécurité de Taïwan. Et aussi, on peut continuer de maintenir des relations stables et amicales avec les États-Unis et l'Europe. Tout en sachant un des arguments du DPP au pouvoir, c'est que Taïwan est de fait indépendant, dans le sens où il y a un régime politique, une armée, un territoire, etc. Et que la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas celle de l'indépendance de Taïwan, c'est celle de la reconnaissance formelle de cette indépendance qui passerait soit par un siège à l'ONU. Il faut rappeler que le Taïwan n'a jamais eu de siège à l'ONU. Hein. Il y a eu un siège de la Chine occupé jusqu'en 71 par la République de Chine, puis depuis 71 par la République populaire, et potentiellement l'établissement de relations diplomatiques avec des États qui en ont également avec la République populaire de Chine. C'est-à-dire que des États pourraient avoir des relations à la fois avec Pékin et Taipei, ce qui n'a jamais été le cas. Mais la position du DPP là-dessus, elle est relativement claire. C'est que Taïwan n'a aucune raison de faire une soi-disant déclaration d'indépendance ou de demander un siège formel à l'ONU. Par contre, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de la participation de Taïwan à certaines organisations internationales. Là, c'est un sujet un tout petit peu différent, puisque pour être très rapide, certaines organisations internationales, comme l'Assemblée mondiale de la santé, de l'OMS, comme l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale et d'autres, permettent à des États qui ne sont pas membres formellement de l'ONU de participer en tant que membre observateur aux délibérations et au travail de ces organisations internationales. Taïwan y a participé à la fin des années 2000, début des années 2010, puisque la Chine l'autorisait, depuis elle l'empêche. Et là-dessus, il y a une volonté de Taïwan de pouvoir faire partie en tant que membre observateur de ces organisations, tout comme ça avait été le cas encore une fois il y a quelques années. Et là, il y a un soutien de très nombreux pays étrangers, puisque la position même officielle de la France, c'est de soutenir cette participation de Taïwan aux organisations internationales quand leur statut, le statut de ces organisations internationales le permet. Donc aujourd'hui, encore une fois, le débat, il n'est pas celui d'une indépendance ou pas de Taïwan, c'est un faux débat, c'est celle du maintien du statu quo, c'est-à-dire du maintien d'une situation où, de fait, et ce n'est pas une prise de décision, une prise politique, il y a deux entités politiques de chaque côté du détroit de Taïwan, que la République populaire de Chine n'administre pas Taïwan, c'est donc en rien une province rebelle, et que l'objectif des Taïwanais, c'est de maintenir ce statu quo, ce qui est très différent du côté chinois, puisqu'il y a une stratégie ouvertement révisionniste dans le sens l'objectif de la Chine, c'est l'objectif officiel, hein, c'est de changer le statu quo, puisque c'est d'intégrer Taïwan au sein de la République populaire de Chine et d'administrer donc l'île de Taïwan. Et donc on peut dire qu'il y a du côté chinois un révisionnisme vis-à-vis, entre guillemets, encore une fois, de ce changement de statu quo. Ça, ce n'est pas une interprétation ou une analyse, c'est tout simplement les déclarations officielles de la Chine. Et sur ce point, par exemple, il faut lire le dernier livre blanc de la Chine sur la question de Taïwan, c'est comme ça que c'est intitulé, qui avait été publié en août 2022. Peut-être, Quentin, la question sur est-ce que selon toi, le rapprochement entre 2019 et 2020 a eu des conséquences sur la stratégie militaire taïwanaise? Et puis une question peut-être un peu plus sensible, mais je verrai si tu veux répondre ou pas, sur la coopération militaire entre l'UE, des pays membres et Taïwan. Sur la coopération militaire, tu connais le sujet mieux que moi, donc je te laisserai répondre. Je veux juste rajouter un point sur la position de la France de soutien à Taïwan, sur la participation de Taïwan, pardon, aux organisations internationales. C'est la position officielle de la France depuis de nombreuses années, mais avant, on avait un soutien quand même un peu du bout des lèvres dans les enceintes
des organisations internationales. Et justement, et ça montre encore une fois que cette diplomatie déclaratoire gouvernementale, elle évolue. Pour la première fois en 2022, et ça a été renouvelé en 2023, à l'Assemblée mondiale de la santé, la France s'est prononcée directement a pris la parole pour soutenir l'inclusion de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Tu m'avais demandé de répondre Auparavant, au OMS, je pense que Le Drian, le ministre Le Drian, avait fait une déclaration de mémoire au Sénat. Ça va être en juin 2021 sur le sujet. Mais c'est vrai, comme tu le dis, ce n'était pas dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, en tout cas dans les enceintes onusiennes. C'est ça. Tu m'as demandé de répondre aussi sur la question du DPP, du passage de l'indépendantisme à l'autonomisme. Alors, il y a beaucoup de facteurs. Il y a historiquement puis bon, je pense que Jumin corrigera, hein, sinon, il y a historiquement différents courants au sein du DPP, mais si on l'explique en regardant un petit peu la politique étrangère, il y a eu une tendance indépendantiste au début des années 2000, c'est ce que tu disais Antoine, sous la présidence de Chen Shui-bian, donc entre 2000 et 2008. Le problème, c'est alors où il y a eu notamment une campagne pour changer le nom de Taïwan, une campagne pour inclure Taïwan aux Nations Unies, ça a eu des conséquences assez désastreuses d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue de politique étrangère, puisque ça n'a pas du tout plu aux États-Unis, qui, eux, cherchent à maintenir une forme de stabilité dans le détroit et ils ne souhaitaient pas, disons, encourager les provocations taïwanaises. Donc, on en est revenu depuis 2016, donc avec la présidente Tsai Ing-wen, après 8 ans de présidence KMT, à une position plus low-key, on va dire, plus autonomiste, tout simplement, puisque c'est moins perçu, en tout cas comme une provocation par les Américains, et donc ça favorise le rapprochement entre Taïwan et les Américains. Et là-dessus, c'est très très important, comme tu le dis, c'est que le cliché qui reviendrait à dire, comme on l'entend parfois en France, que les États-Unis souhaiteraient profondément un changement du statu quo dans les droits de Taïwan, je suis désolé, mais c'est totalement faux. Alors après, il peut toujours y avoir 2-3 hommes politiques opportunistes au Congrès qui pourraient appeler à ce que Taïwan rejoigne l'ONU. Et je ne suis pas sûr d'avoir déjà entendu ça au sein du Congrès américain de la part du moindre membre des représentants, de la Chambre des représentants ou des sénateurs. Par contre, la position américaine, elle a toujours été claire sur justement le maintien du statu quo. Et quand les éléments de langage étaient de dire qu'ils s'opposent au changement du statu quo, c'était des deux côtés. C'était à la fois du côté de Taïwan au début des années 2000, quand il y avait ces référendums sur une accession potentielle à l'ONU, que du côté de la Chine. Aujourd'hui, les éléments de langage ont un tout petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on parle généralement d'une opposition à tout changement unilatéral et par la force du statu quo, parce qu'aujourd'hui, des deux côtés du détroit, la partie qui souhaite un changement du statu quo et qui l'assume dans non seulement les déclarations et les actes, c'est la Chine. Et qu'on n'a pas aujourd'hui, alors ça pourrait peut-être changer un jour à Taïwan, hein, c'est la vie politique, entre guillemets, démocratique à Taïwan qui le dira, mais il n'y a pas une remise en cause de ce statu quo dans le détroit de Taïwan, du côté de Taïwan, que ce soit du DPP ou comme ce soit du côté du Kuomintang ou des autres partis, on le verra dans les élections de janvier 2024. Et juste peut-être j'en profite pour répondre à la question sur qu'est-ce que pourrait changer les élections à Taïwan en 2024. Alors, c'est difficile on va pas faire de politique fiction et les programmes, pour l'instant, quel que soit le côté, sont pas toujours extrêmement clairs. Les élections, c'est encore dans quelques mois, ils ont le temps de formuler des idées un peu plus précises. Mais le KMT, si on se base sur l'expérience de la dernière fois où le KMT a été au pouvoir, donc entre 2008 et 2016 sous la présidence de Ma Ying-jeou, on a eu une volonté, d'une certaine manière, d'apaisement vis-à-vis de la Chine, et donc toute manœuvre qui pourrait être perçue comme un peu provocante ou remettant en question le statu quo était évitée justement pour garder des relations à peu près correctes avec la Chine. Et par exemple, ces visites de haut niveau, de rang ministériel avec des responsables européens ou je ne sais pas, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que ce genre de visite pourrait se poursuivre avec une présidence KMT? Mais bon, de toute façon, on n'y est pas, puisque les sondages, pour l'instant, donnent une nette avance au candidat du DPP. Et ce qui est très important par rapport à l'arrivée au pouvoir du Kuomintang, c'était en 2008, c'est quand même que la situation a profondément changé, parce que le rapport de force a profondément changé, avec une asymétrie de plus en plus favorable à la Chine, et puis un comportement
aussi internationale de la Chine et un comportement de la Chine dans le détroit, soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan informationnel, qui s'est considérablement radicalisé par rapport à 2008. Moi, j'habitais à Taïwan à l'époque. J'étais jeune étudiant en 2008 pendant l'élection et lors de l'élection de Ma Ying-jeou. On avait une situation qui était radicalement différente à la situation actuelle. Ça amène sur la question des coopérations militaires. Alors, sur les 20 dernières années, enfin les 30 dernières années, même les trois seuls pays qui avaient fait des transferts d'équipements militaires vers Taïwan, des pays européens, c'était de très loin la France, avec ses deux méga contrats, des frégates et des Mirage 2000, et c'est dans une bien moindre mesure l'Allemagne et l'Italie au tout début des années 2000. Aujourd'hui, la position de la France, elle n'est pas de signer de nouveaux contrats d'armement, mais d'honorer les contrats qui ont été signés au début des années 90. Et c'est par exemple pour cela qu'il y a eu l'annonce publique en 2021 de la modernisation du système de l'EUR, donc c'est un système de défense des frégates, avec la modernisation de ce qu'on appelle le système de l'EUR Daguet. Alors, ce qui pourrait se poser aujourd'hui comme question, ce n'est pas du tout, encore une fois, la signature de nouveaux contrats avec l'exportation, par exemple, de Rafale vers Taïwan. Et je pense que même si Taïwan souhaitait acheter des Rafales, il n'y aurait pas de position française pour accepter ces transferts. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est dans le cadre des contrats existants, qu'il y ait la modernisation de certains équipements. Par exemple, l'armée de l'air taïwanaise fait face à une pression considérable de la part de l'armée de l'air chinoise, avec des incursions dans la zone de défense et d'identification aérienne de Taïwan depuis 2019, des incursions qui sont quotidiennes, des franchissements également de la ligne médiane, on y reviendra, c'est un autre sujet, mais dans le détroit de Taïwan, qui sont également régulières depuis maintenant août 2022. Et ça nécessite à chaque fois des décollages d'urgence, soit des F-16, soit des avions plus anciens de Taïwan, mais également des Mirage 2000. Et ça accélère le vieillissement de ces appareils qui, encore une fois, ont une trentaine d'années. Alors, ce qui pourrait, par exemple, peut-être être négocié, parce que là, on serait dans un cadre politique existant, dans le cadre de contrats existants, on ne serait pas sur la modernisation de systèmes offensifs, ce serait, par exemple, de changer les moteurs d'avion, les moteurs des Mirage 2000, pour permettre d'accroître la durée de vie de ces avions, mais également d'accroître la sécurité et la sûreté en vol de ces avions pour les pilotes taïwanais, puisque quand on a des avions qui ont une trentaine d'années, évidemment, le risque d'accident potentiellement s'accroît, d'autant plus que la France retire et est en train de retirer du service actif l'ensemble de ces Mirage 2000E, qui sont ceux qui avaient été transférés à l'époque à Taïwan. Donc, pas de coopération militaire et pas de gros contrats à venir dans un cadre politique contraint. Par contre, la seule petite évolution, pas du côté français, mais c'est du côté tchèque. Il y a eu une visite il y a un peu plus d'un an qui était discrète, mais qui a été rendue publique pour une raison X ou Y, mais qui n'a pas forcément débouché pour l'instant sur la signature d'accords de coopération. Et ça, la question devra se poser, puisque si l'objectif, c'est de maintenir la stabilité dans le détroit de Taïwan, il faut que le rapport de force ne soit pas à un moment totalement asymétrique au bénéfice de la Chine. Et ça nécessite potentiellement qu'il y ait davantage de coopération, pas forcément militaire, mais en tout cas technologique, avec certains pays et Taïwan. Et puis, mais ça c'est un autre sujet, que certains pays européens s'assurent qu'il n'y a pas de transfert de technologie involontaire vers la Chine, et donc que la protection du potentiel scientifique et technologique européen soit maximale et qu'il n'y ait pas des transferts soit de technologie, soit de talents, soit de composants et de biens vers la Chine qui contribueraient à renforcer les capacités militaires chinoises et à dégrader encore un peu plus la symétrie entre Taïwan et la Chine. Je ne sais pas si Juemin, tu veux faire un dernier commentaire. Il n'y a plus de questions dans le chat. Peut-être un commentaire de oui, Juemin, un je dernier pense commentaire de que Quentin, et après on finira. ok. Je pense pour la coopération militaire entre Taïwan et la France, oui, je pense que comme on doit mentionner, on a les Mirage ou des frappes à Lafayette dans le passé, mais je pense que ce que je veux dire, c'est on n'a pas une bonne expérience avec la France dans le passé, dans tous ces achats des équipements Les contrats militaires. ont été compliqués des deux côtés et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Oui, affaires. Les oui, c'est Français pour se ça rappellent que dans je les années pense. 90, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je pense que maintenant le ministère de la Défense taïwanais, il est un peu hésité de coopérer avec la France et surtout
maintenant, on utilise le système principal, c'est maintenant des États-Unis. Donc, c'est aussi difficile de changer tout le système. Mais je pense on peut penser l'autre solution contre la coopération. Je pense parce que maintenant, Taïwan va, comment dire, augmenter notre capacité pour la guerre asymétrique. Donc, tous les systèmes mobiles ou asymétriques la France peut considérer est-ce qu'on peut coopérer dans ce domaine. Et je pense que pour l'autre domaine, on peut considérer peut-être on peut des exercices conjoints, mais dans, dans quatre des côtes, c'est-à-dire dans les îles du Pacifique, on peut On regarde la avoir des sécurité coopérations. maritime plus que des Oui, exercices. oui, oui, c'est ça. Et l'autre point que je voudrais ajouter, c'est l'élection prochaine. Je pense que pour le KMT, je pense qu'il est toujours coincé dans le fameux consensus de 92, c'est-à-dire la Chine et le Taïwan fait On le... voit que tu as étudié, je suis désolé, Jamil, mais on voit que tu as étudié en Belgique, puisque tu viens Ouais. de dire 92. Donc, tu as révélé que tu avais fait tes études en Belgique. Oui, oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est difficile maintenant, cette consensus 92, c'est difficile d'accepter par la plupart des gens ou des peuples taïwanais. Donc, je pense que pour les candidats du KND, il faut proposer un autre moyen pour convaincre les Taïwanais, surtout la jeune génération, surtout après l'exercice chinois l'année dernière. Je pense que la plupart des jeunes Taïwanais a une opinion défavorable contre la Chine. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour le KMT de gagner l'élection prochaine. Oui, c'est tout. Juste en matière, un petit insert de coopération militaire, en tout cas de questions sécuritaires. Alors, ce n'est pas l'annonce d'une coopération, mais il y a quelque chose de sans précédent qui s'est passé il y a quelques semaines. Hein, c'était au courant de l'été, lors de la négociation et l'amendement de la loi de programmation militaire française, hein, qui avait donc été annoncé avant le 14 juillet et qui a été publié au bulletin officiel le 1er août 2023, puisqu'un amendement a été ajouté qui mentionne, je précise, que conformément au droit de la mer, la France, en tant que puissance présente dans l'Indo-Pacifique, défend le droit à la circulation maritime dans cette région, notamment en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, afin de préserver la paix et la stabilité dans la région. Alors, c'est un tout petit insert, mais c'est la première fois dans une loi de programmation militaire que le détroit de Taïwan est mentionné. Et ce n'est pas le cas, par exemple, dans les textes de loi au Royaume-Uni, en Allemagne ou autre. Donc, ça ne change pas fondamentalement la politique française, mais c'est intéressant de voir que dans cette loi de programmation militaire, des parlementaires ont décidé d'insérer ce petit amendement qui rappelle ce que fait la France de fait, hein, en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan. C'est rappeler son attachement à la liberté de navigation, à passage inoffensif, que ce soit sur les mers ou dans les airs, et au respect du droit international, y compris de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 92. Je laisse Quentin conclure, peut-être, sur peut-être qu'est-ce que Euh, tu vois en termes de coopération, peut-être dans les semaines et les mois à venir. Je vais peut-être conclure justement sur la question de cette coopération militaire. Bon, il faut quand même bien rappeler que l'immense majorité de la coopération militaire envers Taïwan, c'est entre les États-Unis et Taïwan. C'est les États-Unis, je n'ai pas les chiffres, je ne vais pas inventer un pourcentage, mais qui fournissent l'immense majorité des armes que Tu peux Taïwan ne dire, fabrique ces 20 pas dernières années, elle-même. c'est 99%. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même rappeler que le rôle dans l'Europe, dans tout ça, oui, il y a un rôle sécuritaire. Peut-être un jour, y aura-t-il un rôle militaire à jouer, mais le rôle actuel de l'Europe, c'est surtout un rôle politique, un rôle de soutien à Taïwan, un rôle diplomatique aussi, pour montrer à la Chine le coût d'une intervention dans le détroit. Et donc, voilà, je conclurai en disant que le rôle que doit jouer l'Europe actuellement dans la situation dans le détroit de Taïwan, c'est avant tout un rôle politique. Et ce rôle politique, il passe par l'accroissement de toutes ces dynamiques de coopération économique, scientifique, culturelle et bien sûr politique entre les pays européens et l'Union européenne et Taïwan.
c'est clairement un rôle de prévention de conflit, bien plus que d'intervention dans un conflit. Donc, toutes les discussions un peu hors sol sur le rôle que joueraient les Européens en cas de guerre, c'est des discussions qui peuvent être intéressantes intellectuellement et autres, et on peut réfléchir à plein de scénarios. Mais s'il y a bien un rôle que l'Europe peut jouer et être un peu plus active, y compris les États membres, c'est encore une fois dans cette prévention de conflit et de dissuader la Chine de changer de façon unilatérale et par la force le statu quo. Et c'est aujourd'hui, je pense, le seul enseignement de la guerre en Ukraine, parce qu'il est trop tôt pour en tirer d'autres enseignements, c'est que la dissuasion vis-à-vis de Moscou a échoué. Et donc, il faut s'assurer que la dissuasion vis-à-vis de Pékin n'échoue pas et que ce soit aux Chinois et aux Taïwanais ensemble de choisir leur avenir et pas forcément uniquement aux Chinois pour les Taïwanais. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Jaemin. Je pense qu'on fera sûrement un autre webinaire en amont peut-être de l'élection présidentielle quand on y verra justement un peu plus clair, non seulement sur les candidats. Alors les candidats a priori maintenant c'est en train de se tasser, on est plutôt à la nomination des vice-présidents, en tout cas des vice-présidents candidats et des vice-présidentes candidate. Merci beaucoup, Quentin. Je rappelle donc ton ouvrage, Les relations politiques Europe-Taïwan chez L'Harmattan, qui est sorti il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Jaemin, qui était avec nous depuis Taipei et non pas San Francisco, contrairement à ton frère. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas voilà, à suivre les publications du programme Taïwan. Et on fera d'autres événements dans les semaines ou les mois à venir. N'hésitez pas également, s'il y a des sujets qui vous intéressent spécifiquement, d'écrire à la FRS, de m'écrire pour, voilà, faire part de vos sujets d'intérêt. Le but du programme, c'est aussi de répondre aux attentes du grand public, de faire ce que nous fait plaisir, mais aussi de faire ce qui vous intéresse. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Jaemin. Et puis Merci. merci beaucoup, Charline et Franck, Merci. qui sont en back-office pour s'assurer que tout se passe bien sur le plan technique. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.